せな気分になる夢を見た。最近みんな変なんだ。変だね。変かな。時雄は外がどうなってると思う？ここより外があるの？部屋の外、学校の外、外の外。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Aujourd'hui les frérots, on va causer de Tengoku Daimakyo. Et oui, cette vidéo ne fera pas de vues, mais c'est pas grave. Cet animé est tout simplement une dinguerie et je souhaitais en parler en vidéo parce que pour ceux qui feront l'effort de regarder cette vidéo, eh bien si vous ne connaissez pas Tengoku Daimakyo, eh bien je pense que je vais vous faire découvrir une petite pépite. C'est pour ça que la grosse majorité de cette vidéo sera une vidéo sans spoiler et sur la fin je vais faire un peu de spoil parce que j'ai une théorie sur la suite et si ma théorie se confirme, c'est juste une folie scénaristique. Mais vraiment une folie scénaristique, juste une dinguerie. D'accord les frérots? Donc, Tengoku Daimakyo, c'est un anime qui est sorti début avril 2023 et qui s'est terminé fin juin 2023. Il y a 13 épisodes, donc c'est plutôt récent, ok? Et je le dis dès le début, les frérots, cet anime est facilement dans un top 3, allez, top 5 des meilleurs animes de cette année, très clairement. Et je pèse mes mots, et je sais ce qui sort en animé, hein, tu vas surveiller beaucoup tout ce qui est sorti en 2023, et je peux vous assurer qu'il est dans un top 5 facile, voire même je ne serais pas étonné que d'autres personnes le mettent dans un top 3. Je le dis très clairement. C'est un animé qui est d'une telle intelligence, tellement beau, c'est tellement magnifique tout ce qui est développé, et c'est tellement violent aussi, que franchement le mariage entre les deux est juste stratosphérique. Bref, donc cet animé compte 13 épisodes. Actuellement, c'est adapté évidemment d'un manga. Et actuellement, le manga, on est au tome 8. Alors, je ne sais pas combien de tomes ont été, on va dire, adaptés. 13 épisodes, je pense qu'on a dû adapter peut-être 4 tomes à peu près. Je sais pas, je dis ça comme ça un petit peu, peut-être que je vous sors une bêtise. En tout cas, le studio, c'est le production IG, donc c'est même eux qui vont faire Kaiju No. 8. C'est un bon studio, d'accord? Et je te dis, de toute façon, là, le travail qu'ils ont fait, c'est un très bon boulot. En termes d'animation, on est sur quelque chose d'impeccable. OST et tout, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment nickel. Et l'auteur s'appelle Ishiguro Masakazu. Ok, l'animé est disponible sur Disney+, hein, pour ceux qui ne le savent pas et qui aimeraient le voir, ou sinon, bah écoutez, vous faites comme vous voulez, la piraterie n'est jamais finie, vous faites ce que vous avez à faire pour regarder cet animé, tout simplement, mais ceux qui veulent le faire de façon légale, c'est sur Disney+. Alors, le synopsis est assez simple, en fait, parce que le synopsis est vraiment aussi mystérieux que tout le scénario, en vrai de vrai. On arrive sur des enfants qui sont dans un endroit idyllique, appelé le paradis. D'accord? Ça fait d'ailleurs penser un peu à The Promised Neverland. Donc ils sont dans un endroit idyllique, petit jardin, ils cultivent des tomates, ils jouent tous ensemble, des enfants. Tout est beau. Ils ont une piscine, on leur apprend des choses, ils vont en cours. Mais ces enfants, tu sens qu'ils ont quand même quelque chose d'assez bizarre. Ils sont déjà différents, ils sont très intelligents, mais tu sens qu'ils ont quelque chose en eux. Il y a quelque chose de pas humain chez eux. Ils sont capables en tout cas de développer des choses, on va dire, différentes des êtres humains classiques. Tu le sens tout de suite parce que tu vois certains qui ont des petites capacités, d'autres qui ont une petite apparence qui est pas trop humaine. Donc tu sens que on est un peu en train d'élever, et je dis bien élever, hein, des enfants pour qu'ils soient peut-être les futurs humains de demain ou un truc dans ce style. Enfin, c'est ce que tu te dis au début en tout cas. Mais on a l'impression que c'est un petit paradis. Et oui, sauf que lorsque tu regardes à l'extérieur de ce paradis, apparemment c'est l'enfer. Et c'est déjà la première dichotomie que cet animé nous propose, à savoir ce petit lieu paradisiaque, ok, avec des enfants qui sont à l'intérieur, et autour l'enfer. Évidemment, le parallèle avec The Promised Neverland est évident, mais après, c'est vraiment le seul truc qui ressemble à The Promised Neverland, parce qu'après tout le reste, ça n'a rien à voir, très clairement. Mais les bases sont à peu près les mêmes, on peut le voir comme ça. Et à l'extérieur, c'est l'enfer. Parce qu'il y a des monstres qui pullulent, qui s'appellent les Ziruko, ok? Et à l'extérieur, on va retrouver deux enfants, Maru et Kiruko. Deux enfants qui, eux, semblent se diriger vers ce petit paradis. Ils sont attirés, ils ont beaucoup d'indices qui incitent à se diriger vers ce paradis. Notamment l'arme d'Iruko, les souvenirs de Maru aussi. Tout porte à croire qu'ils doivent se diriger vers le paradis. Et les enfants, eux aussi ont entendu parler de deux enfants qui doivent se diriger vers eux, ok? Du moins, il y a un des enfants qui a parlé de ça. Il y a un des enfants qui dit « Ah, il y a deux enfants qui vont venir, qui arrivent. » C'est assez flou. Donc, c'est ça un peu le synopsis, en fait.
Tout de suite, quand je vous sors un synopsis comme ça, vous dites, mais c'est étrange. Parce que là, Fumigène, tu viens de parler pendant 3 minutes, mais on sait rien, on comprend toujours rien en fait. L'animé est mystérieux du début jusqu'à la fin. Tu n'as que des mystères, mais attention, c'est pas des mystères pour du mystère. Après, les mystères sont dénoués petit à petit, épisode par épisode. Tu comprends petit à petit les choses. D'accord? Et d'ailleurs, moi j'ai une théorie sur la fin, c'est une dinguerie. Bref. Et en fait, on va suivre l'épopée de Maru et de Kiriko à travers cet univers apocalyptique, on peut le dire, à travers cet enfer, pour se rendre vers le paradis. Donc en fait, l'animé change de tonalité systématiquement. Tu vas passer un moment du paradis, les enfants qui sont en train de jouer, un endroit paradisiaque, à l'enfer. C'est d'ailleurs le premier sous-texte qui est évident dans cet animé, c'est le paradis et l'enfer. Mais est-ce que le paradis n'est pas finalement l'enfer? Et est-ce que l'enfer n'est pas le paradis? En vrai de vrai. C'est un peu ça aussi qui est, on va dire, l'auteur joue un petit peu avec ça. Le scénario est assez poussé, c'est très mystérieux, très clairement, et les thématiques sont nombreuses. Alors, disons que la thématique elle m'a pas dérangé, mais à certains moments, t'es un petit peu choqué quand même, c'est que la sexualité est très fortement abordée. Et vu qu'on parle d'enfants, c'est assez gênant certains moments. Parce que tu te dis, ah ouais quand même, mais ils te parlent de machin, de faire des enfants, des choses comme ça. Alors que tu vois que c'est des enfants. Alors tu en as certains, c'est un peu plus des adolescents, on va dire. Hein, mais tu en as certains, tu te dis, ah mais c'est des enfants quand même. Donc voilà. Mais le scénario a fait en sorte que c'est pas, on va dire, incohérent. C'est un univers apocalyptique. Il reste que des enfants, patati patata. Donc on a essayé de faire ça de façon, on va dire, un peu moins choquante, mais t'as certaines scènes quand même, des fois, qui sont un petit peu, je dois le dire quand même, hein, les frérots, parce que moi, je suis très, regardant sur ça, dès que c'est un peu bizarre, moi, tout de suite, c'est quelque chose qui me plaît pas, je veux pas de sous-texte de ce genre-là. Par exemple, les frérots qui m'ont suivi lorsque je faisais Jojo Steel Ball Run, moi, la façon dont Araki dessinait la fille de 14 ans, moi, ça me plaisait pas, je l'ai dit immédiatement. Donc là, je tiens déjà à vous prévenir, il y a certaines fois où il y a des petites thématiques qui sont abordées entre les enfants, c'est un petit peu gênant, je trouve. Mais la thématique aussi, c'est évidemment la place de l'homme et la femme dans cette société, et c'est fait à tel point que on te montre que les rôles ont un peu été inversés, et c'est aussi toute cette vie en société. Comment pouvoir vivre en société dans un monde post-apocalyptique où finalement tu as des monstres qui pullulent, etc. Comment réussir à recréer une société là-dedans? Et on va suivre à travers le regard de Kiriko et de Maru, on va suivre un petit peu, on va découvrir un peu cette nouvelle société japonaise qui est juste complètement dévastée. On va évoluer dans ce monde qui est extrêmement cruel, extrêmement violent, et on va voir à quel point ces enfants sont eux aussi de facto devenus violents pour pouvoir s'en sortir en fait, et pour pouvoir surtout faire en sorte que Maru arrive jusqu'au paradis. Donc c'est un scénario qui est très mature, comme vous pouvez le voir. Alors, les bons points de cet animé, déjà, bon, l'animation, OST, tout ça, c'est terrible. Ok, je vous le dis clairement, c'est bien fait, c'est bichonné. Franchement, les frérots. Donc c'est le premier bon point, on a une belle animation. Deuxième bon point, on a un scénario très mature, très poussé. Franchement, c'est pas complexe. C'est juste que c'est très mature, très poussé, très intéressant, très mystérieux. T'as des intrigues, des sous-intrigues, ça pullule, c'est incroyable. Mais vraiment incroyable, je le dis. Donc ça, c'est le troisième bon point. Le quatrième bon point, évidemment, c'est tous les sous-textes que développe ce scénario. C'est tellement nombreux que j'en ai cité très certainement que 10%. Tu as des sous-textes dans tous les épisodes. C'est également les relations entre les personnages. On arrive à un niveau psychologique, c'est clairement du seinen, mais il n'y a même pas de débat sur ça. C'est du seinen. Le niveau psychologique de certains personnages, les liens entre les persos, c'est somptueux. C'est somptueux, ne serait-ce que la relation Kiriko-Maru, elle est incroyable. Parce qu'on est à mi-chemin entre une relation amicale, amoureuse. En fait, tu sais même pas trop où te situer. L'auteur joue avec ça, en fait. Il ne développe pas réellement une relation amoureuse, mais il ne développe pas réellement une relation amicale. C'est extrêmement nuancé. C'est vraiment super bien fait. C'est finement écrit. Vraiment, hein, tu sens que c'est bichonné, c'est réglé. Tu as aussi les relations, évidemment, entre les hommes et les femmes, hein, qui ont apparemment été inversées, comme je l'ai déjà dit. La relation entre un père et son fils, vous verrez un petit peu plus tard. Et les hommes entre eux et les femmes entre elles aussi. Et toute cette société qui doit essayer de se reconstruire, qui essaye du moins de survivre. Et tu as aussi la relation avec les Iruko. Et oui, parce que les Iruko ne sont pas aussi monstrueux, ou du moins, ce ne sont pas des simples bêtes féroces qui viennent tout tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous le comprenez dès le premier épisode de toute façon, donc c'est pas un spoil. Dès le deuxième épisode, donc ce n'est pas un spoil. Et c'est un scénario qui a beaucoup de rebondissements, parce que parfois tu peux voir quelque chose, tu peux voir une situation, donc la situation elle est claire, nette et précise pour toi, et en fait t'apprends dans l'épisode d'après qu'en fait, on t'a retourné ton cerveau, tu dis ah oui non en fait ça n'avait rien à voir, c'était pas du tout ça.
Et ouais, donc on joue beaucoup avec le cerveau du spectateur, on joue beaucoup avec la perception, on joue beaucoup avec finalement ton visibilité, ta crédulité, on te montre des choses qui ne sont pas réelles en fait. T'as l'impression quand tu regardes cet animé que rien n'est réel, tu te dis mais ça c'est pas possible, et en fait si c'est possible, et quand tu dis un truc c'est pas possible, en fait, ouais, ce que je veux dire, on retourne vraiment toute ta perception de la chose. Quand tu regardes l'animé, tu es absorbé, très clairement. Le premier épisode au début est un peu gnangnan, le rythme est un peu gnangnan, mais dès la fin du premier épisode, ça y est, après tu vas avaler le truc, je dis clairement. Enfin bon, donc voilà un petit peu pour la partie sans spoiler les frérots. J'ai essayé de ne pas donner trop d'informations, c'est pas facile, mais vous l'aurez compris, je vous recommande fortement cet animé. Franchement, moi j'ai été choqué, agréablement surpris. Je vous dis, c'est un frérot à moi qui m'a dit, écoute, va voir ça mon gars là, tu vas kiffer. Au début j'ai dit ok, j'ai regardé et tout. Premier épisode j'ai dit ouais, pas mal. Deuxième épisode j'ai dit ok, c'est bon, vas-y, j'ai enchaîné, direct. Donc voilà pour la partie sans spoiler. C'est vraiment un animé lourd que je vous recommande fortement si vous aimez les scénarios matures, violents, choquants, crus, avec des thématiques lourdes, des sujets qui sont assez sérieux, on peut se le dire. Mais attention, on est avec des enfants. Donc imaginez faire un scénario violent comme ça avec des enfants, beaucoup plus violent que The Promised Neverland. Je le dis très clairement. Ne vous attendez pas à une violence amoindrie, non, c'est violent, surprenant avec des rebondissements. Ok, je vous le dis clairement. Et une belle dichotomie entre paradis et enfer. Voilà un peu, on va dire un résumé simpliste de Tengoku Daimakyo. Voilà pour la partie sans spoiler les frérots. À partir de maintenant, si vous restez, c'est que vous avez déjà vu Tengoku Daimakyo parce que je vais développer ma théorie. Je vais donner un point, un minuscule point qui pour moi, c'est le microscopique défaut que j'ai pu voir un petit peu dans cet animé, mais il est vraiment très minime, c'est une question de perception, d'accord? Donc si vous restez maintenant, c'est que vous avez déjà vu Tengoku Daimakyo. On est bien d'accord. Je pense qu'il y a un très gros délire temporel avec Tengoku Daimakyo. Je pense qu'en fait, tous les événements que l'on voit se dérouler dans le Tengoku, c'est-à-dire dans le paradis des enfants, sont des événements passés. Et je pense qu'en fait, les deux enfants, Kiruko et Maru, eux, sont déjà dans le futur. Donc je pense que le Tengoku n'existe déjà plus. En fait, on te fait croire que ces enfants vont vers le Tengoku, mais en fait, le Tengoku est déjà détruit. Et je pense que les enfants qui se sont enfuis du Tengoku, d'accord, sont les Iruko que maintenant tu vois dans le monde, au Japon. Ils se sont transformés en Iruko, et leur mission était peut-être d'éradiquer le monde entier, d'éradiquer la population humaine. Ils se sont transformés en Iruko parce qu'on les appelle les Iruko. À la fin de la saison, on les appelle Iruko. Et Iruko, ce sont les démons. Donc je pense qu'en fait, les deux enfants, Maru et Kiruko, ne se dirigent pas vers le Tengoku. Le Tengoku est déjà détruit. Je pense qu'en fait, on nous montre des événements, on nous fait croire que ces événements, finalement, se déroulent au même moment, mais non. Je pense que le Tengoku a été détruit. Les enfants se sont enfuis, ils se sont transformés en Iruko. Les deux seuls enfants qui ne se sont pas transformés en Iruko, c'est Maru et son frère jumeau. Et Maru recherche son frère jumeau, tout simplement. Mais Maru ne peut pas être, lui, avoir 14-15 ans et son frère bébé, c'est pas possible. Ils ont forcément le même âge. Et c'est pour ça que je dis que tout ce qui se passe dans le Tengoku s'est passé, on va dire, dans le passé. Et Maru et Kiruko, eux, sont déjà dans le futur, en fait. Et les Iruko sont les enfants. Les enfants sont les Iruko qui ont détruit l'humanité. Et je pense que le délire, c'est ça. Et je pense qu'à la fin de cet animé, ils vont les faire arriver peut-être devant le Tengoku, mais le Tengoku sera déjà détruit. Et là, on va comprendre qu'en fait, tout ce qu'on a vu qui se déroulait au même moment ne se déroulait pas au même moment. En fait, on t'a juste expliqué comment le monde a été détruit par les Iruko. Parce que les enfants, à la fin de la saison, tu les vois, ils arrivent dans une ville, dans un Japon qui est illuminé. Alors qu'on sait que c'est déjà apocalyptique. Donc comment ils peuvent arriver dans une ville illuminée, etc. Comment ils peuvent arriver là-dedans? C'est pas possible, le Japon a été détruit. Et c'est là que tu comprends, tu te dis, mais en fait, ça c'est le passé. Et en fait, le passé est en train de rejoindre le futur. Et c'est pour ça que c'est lourd. Moi, je pense que c'est ça. Après, c'est une théorie. Évidemment, c'est une théorie, hein. Parce que tout porte il y a plein d'éléments qui te font croire que c'est peut-être pas ça. Mais moi, je pense que c'est ça. Et si c'est ça, franchement, l'auteur, il est très, 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 très fort.
Parce qu'il faut aller le chercher. Mais je vous dis, à partir du moment où j'ai vu les enfants sortir du Tengoku, Tengoku détruit, ils sortent du Tengoku et ils arrivent dans une ville qui est bien propre, tout machin, je me dis, mais non, le Japon, normalement, c'est en mode apocalyptique, le Japon, il est détruit. Comment ils arrivent dans une ville comme ça? Je dis, bah c'est parce que c'est eux qui vont détruire la ville. C'est les enfants. Ils vont se transformer en Iruko et ils vont détruire la ville parce que leur mission, c'est ça, c'est d'éradiquer l'humanité. Et Maru doit retrouver son frère, peut-être pour tuer tous les Iruko ou faire un truc comme ça, je sais pas. Il doit retrouver son frère en tout cas. Ou pour ressusciter l'humanité, j'en sais rien, ok? Donc bref. Donc ça c'est ma théorie. Le microscopique défaut que j'ai trouvé, c'est... j'ai trouvé que le viol de Kiruko, il était d'une violence inouïe, parce qu'elle se fait violer par la personne qu'elle a toujours admirée, mais en tant que garçon, parce que Kiruko c'est un garçon dans le corps d'une fille, elle a toujours admiré, mais un peu comme un grand frère, le personnage de, je me souviens plus de son nom. Et lui, il va la violer allègrement pendant 2 jours d'affilée, il va l'attacher et tout, enfin, c'est d'une violence incroyable, ok? D'ailleurs, ce mec-là, il se fait pas tuer à la fin, bref, t'as pas de morale là-dedans. Mais, j'ai trouvé que elle se remettait très rapidement de ça. C'est-à-dire que dès la fin de la saison, tu la vois, elle conduit, bon alors elle a un petit peu pleuré vite fait pendant un demi-épisode, et après tu la vois, elle sourit, elle conduit la voiture, machin, c'est bon, on s'en va, on continue, on va vers le paradis. Non mais tu viens de te faire violer pendant 2 jours. Attaché à un lit, excuse-moi. Tout en sachant que c'était très certainement sa première fois, donc c'est d'une violence extraordinaire. Donc j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus dramatique. Donc je trouve que là, l'auteur, entre guillemets, il utilise un fait scénaristique, c'est un fait, le fait de violer quelqu'un, c'est un fait, mais d'une violence incroyable, mais qu'il ne le résout pas de la meilleure des manières, en vrai de vrai. C'est résolu un peu trop rapidement, un peu trop facilement, selon moi. Donc je pense que là, il y a eu un problème. À ce moment-là, il fallait pas la faire se faire violer, et les tentatives, si tu veux, et Maru, il arrive, il le défonce, et fin. Parce que le fait de résoudre le truc comme ça, je dis pas que tu banalises l'acte, mais limite, ça devient limite oubliable, en vrai, parce que tu la vois à la fin de l'épisode, elle conduit comme si de rien n'était. Elle s'est violée pendant 2 jours. Attachée sur un lit. Bref. Donc voilà, c'était le microscopique défaut que j'ai noté. Dites-moi si vous, ceux qui l'avez vu, vous avez ressenti la même chose que moi. Mais en tout cas, voilà. Mais sinon, je vous conseille très fortement d'aller voir cette première saison. Il va y avoir une 2e saison qui sortira pas tout de suite, je pense, hein, parce qu'il faut que le manga avance un petit peu. Mais franchement, les frérots, franchement, il y a un bon animé, donc j'achèterai pas le manga, c'est clair. Mais vraiment, je vous le recommande fortement, les frérots. Fortement. Tengoku Daimakyo. Vraiment, vous allez être sur le cul. Allez les frérots. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Maru.